IRM. IRM, ce bruit est étrange. Ça fait cloc. Un genou qui fait cloc. IRM. Ouais. C'est mieux. Lors d'une première consultation, que ce soit chez un médecin, chez un kiné, chez un ostéo, chez une sage-femme, peu importe, il est assez rare que le patient soit complètement à l'aise, complètement détendu, avec une description très structurée qui va aider le professionnel de santé à ne pas trop se prendre la tête. C'est rarissime. Donc, notre rôle en tant que professionnel de santé, c'est justement d'être le plus à l'aise possible et d'avoir une sorte de structure pour pouvoir bien accueillir quelqu'un, c'est-à-dire créer une bonne alliance thérapeutique. Et pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont déjà vu quelques vidéos à ce sujet, je pars personnellement de très loin au niveau de mon aisance dans les interactions sociales. Et donc, j'ai été obligé de développer des sortes de règles, il y en a 6 ou 7, des règles sur lesquelles je me repose, je m'appuie lors d'une première consultation, dans l'intérêt du patient et dans mon intérêt aussi. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Aujourd'hui, je vous fais une sorte de résumé, de synthèse de toute mon histoire personnelle en tant que patient, et malheureusement Dieu sait si j'ai consulté des praticiens de santé, et de mes un peu plus de 15 années, donc 16-17 avec les stages inclus, de kiné, ostéo, qui accueillent des patients tous les jours, et donc des nouveaux patients tous les jours. Cette petite synthèse, c'est des règles sur lesquelles on ne doit pas transiger, sur lesquelles on s'appuie pour permettre au patient d'être le plus à l'aise possible, et pour avoir le maximum d'informations pour pouvoir trouver des solutions pour aider le patient. Donc quand un patient arrive pour la première fois, le patient a besoin de dire des choses et le praticien a besoin de récolter des informations. C'est exactement comme une enquête, c'est ce que je dis aux étudiants, c'est une enquête, mais avec empathie. Oui, on n'est pas là pour tirer les verres du nez avec une lampe torche en plein dans les yeux. Quel cirque, c'est invraisemblable! Ils étaient prêts à me fouiller le cul avec une lampe torche! Parce qu'en théorie, le patient ne nous cache pas des informations pour ne surtout pas être jugé coupable. En théorie. Donc première chose, quand on accueille un patient pour la première fois au cabinet, après le bonjour, serrez la main, bienvenue, enchanté, je ne sais quoi, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, retirez votre manteau, mettez-le sur le porte-manteau, peu importe, il y a la phrase que je dis tout le temps, moi, qui est « Qu'est-ce qui vous amène ?» On peut la dire de 50 façons. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui vous arrive? Bref, peu importe. Là, le patient va commencer à expliquer la raison pour laquelle il est venu. Et c'est là où la première règle entre en jeu. Ne pas couper la parole. Et si je dis ne pas couper la parole, ça paraît peut-être un petit peu bête, mais il faut savoir qu'en moyenne, c'est même pas en moyenne, c'est la durée médiane, vous avez, si vous êtes patient, 11 secondes avant d'être coupé par le professionnel de santé. Ça fait pas long, hein. Si on met un petit chronomètre là, admettons, je viens pour des maux de tête, admettons. Et je suis patient. Qu'est-ce qui vous amène? Eh ben, j'ai souvent mal à la tête. C'est très très embêtant parce que ça m'empêche de travailler correctement. Puis ça passe pas. J'ai essayé plein de trucs. Ça fait depuis... Déjà là, j'ai été coupé. 11 secondes, c'est quand même pas grand-chose. Donc, je garde toujours ça en tête. Bon, la durée médiane, c'est 11 secondes, mais c'est de mémoire entre 7 et 22 secondes qu'on a avant d'être coupé. Donc, laissons minimum 30 secondes au patient pour dire ce qu'il a à dire. Parfois, il y a des patients qui disent juste « j'ai mal à la tête ». Bon, à moi, à nous, praticiens de santé, praticiens, pas praticiens, ça veut rien dire, praticiens de santé, de poser les questions suivantes. C'est à moi de centrer le débat. C'est à moi de choper les informations nécessaires, mais ne pas lui couper la parole. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, avoir une trame dans la tête. C'est important de savoir où on va et de savoir que si on n'a pas la réponse à toutes les questions qu'on a besoin de poser pour pouvoir finalement aider le patient à la fin, et bien si on n'a pas de trame, on va se perdre et on peut partir dans des discussions qui vont dans tous les sens. Et donc on va prendre l'exemple de la douleur, parce qu'en kiné, en ostéo, le principal motif de consultation, c'est la douleur. Eh bien, la trame, c'est où le patient a mal, quand il a mal, qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui soulage, quel est le type de douleur, est-ce que la douleur reste locale ou est-ce qu'elle est également diffuse, etc., etc., etc. Si on a cette trame dans la tête, ça nous permet d'avoir une discussion qui est la plus naturelle possible
en revenant, en retombant tout le temps sur ses pattes. Donc en gros, ce que je voulais dire, c'est comme s'il y avait deux discussions en parallèle. Une discussion qui est sociale, donc vraiment un échange avec le patient, et en même temps, un interrogatoire. C'est deux discussions en parallèle, une seule dans sa tête, et l'autre en échange avec le patient. Troisième règle, et là, c'est une règle qui moi me sauve énormément, c'est être certain qu'on a bien compris, être certain qu'on a bien saisi ce que le patient était en train de dire. Traduction. Si je prends un exemple simple, qu'avez-vous remarqué comme facteur qui pourrait influencer, accentuer ou atténuer vos douleurs de dos, vos maux de tête, etc. Et si la réponse c'est « j'ai remarqué que c'est le stress », c'est le patient qui dit ça. Moi, ça ne me suffit pas, cette réponse. Et c'est là où ma petite caractéristique autistique bornée entre en jeu. C'est que en vrai, le stress, ça a une définition. Mais quand les gens disent « le stress » ou « quand je suis stressé », eh bien, chacun a sa propre définition. Parenthèse, la vraie définition, un ou des stimuli, donc un stimulus ou des stimuli qui entraînent des réactions de l'organisme et des stimuli qui sont des chocs, des traumatismes, des agressions. C'est une agression de l'organisme venue de l'extérieur. Un stress, c'est ça. C'est pas exactement la même chose que quand quelqu'un dit « c'est le stress qui me provoque des douleurs ». Parce que déjà, même s'il utilisait la vraie définition du stress, eh bien, ça ne nous dit pas quel est le type de stimulus dont il parle. Et s'il utilise la version courante, eh bien, en fait, on parle d'anxiété. Il y a deux façons que j'utilise pour être sûr qu'on parle de la même chose. Je pose la question, qu'est-ce que vous entendez par... Et puis je mets le mot, en l'occurrence stress. Ou alors, deuxième option, je reformule. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire veut dire que... Et là, je mets ce que moi j'ai compris. Pour l'interrogation. Oui, non. Non seulement, moi, ça me rassure parce que je sais que j'ai bien compris, puisque j'ai eu la validation du patient, et en plus, le patient est potentiellement content parce que j'ai voulu être sûr. Et donc, on a mis quelque chose en place ensemble qui est « soyons sur la même longueur d'onde ». Règle suivante, avoir le maximum d'infos. En gros, creuser, creuser, creuser. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, bon, après, évidemment, ce qu'on trouve quand on creuse, il faut savoir quoi en faire, évidemment. Là, il y a plein de formations, il y a plein de livres, il y a plein de littérature scientifique sur chaque sujet, évidemment. Mais si on creuse, on va, comment on va dire ça ? Avoir des informations que le patient ne pense pas importantes, mais qu'ils le sont. Et typiquement, c'est encore un truc qui m'est un petit peu particulier, enfin, qui est un peu particulier chez moi. Je ne sais pas saisir les sous-entendus, je n'arrive pas à les comprendre, mais je sens quand il y a un truc qui n'est pas vraiment dit, et je ne sais pas comment l'expliquer, et donc qu'il existe un sous-entendu. Sauf que je sais qu'il existe un sous-entendu, mais je ne l'ai pas compris. Et c'est là où je creuse. Et c'est là où je dis même ça aux patients, c'est-à-dire, est-ce que vous sous-entendez quelque chose ? Est-ce que ça veut dire autre chose ? Quand vous dites que c'est compliqué, difficile à vivre, est-ce que vous sous-entendez que ça impacte votre vie professionnelle ? Ou est-ce que vous sous-entendez que vous n'avez pas d'impact dessus, que vous ne savez pas quoi en faire, que vous n'avez pas trouvé de solution pour vous aider, etc., etc. Et là, ça va donner une espèce de... Au fur et à mesure du moment où on creuse les questions, ça va donner à la fois des informations sur le niveau de handicap. Parenthèse, le handicap, ça veut dire l'incapacité à accomplir des tâches. Voilà. Ça veut pas dire être en chaise roulante. On dit fauteuil roulant, chaise roulante. Je sais plus, c'est comme les nains et les personnes de petite taille. Je sais plus ce qu'il faut dire. Ça reste une chaise avec des roues. Donc un fauteuil. Si c'est pas confortable, c'est une chaise. Si c'est confortable, c'est un fauteuil, c'est ça ? Bref, j'en sais rien. Le handicap, un handicapé, c'est quelqu'un qui, que ce soit ponctuel ou pour toujours, il n'y a pas de notion de curable ou incurable. Le handicap, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire certaines choses à cause d'une pathologie. Ça nous permet également de savoir si la personne a de l'auto-efficacité. Alors c'est encore un autre truc, ça. Donc après, il va falloir savoir quoi en faire de l'auto-efficacité. Est-ce qu'il y a besoin de l'expliquer ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer ? En tout cas, moi, ça me donne des informations. Je connais à peu près le niveau d'auto-efficacité de la personne. Je mettrai en description, de toute façon, les échelles d'évaluation que vous pouvez éventuellement utiliser. Mais bon, pour mieux comprendre ce que ça veut dire tout ça, ça peut donner aussi des informations sur le type de locus de contrôle de la personne. Est-ce que c'est interne ? Est-ce que c'est externe ? Pour sa pathologie, pour ses souffrances, pour le reste. Règle suivante,
pensez à haute voix. Avec les patients, moi, je réfléchis à un diagnostic de kiné, ou à un diagnostic médical, ou à des pistes de traitement, ou à des types d'exercices, des types de manipulations, des chemins que le patient pourra prendre au niveau médical, peut-être en allant voir d'autres personnes, etc. Je réfléchis à tout ça à haute voix. Je le raconte au patient. Je dis, tiens, ça me fait penser à ça. Si c'est ça, il faudra peut-être... je prends l'exemple d'un patient hier. C'est bizarre ce bruit de genou, parce que c'est pas la même chose que un bruit d'une articulation qui craque. C'est un truc qui est plus sourd, qui fait cloque. Est-ce que vous remarquez que c'est pas exactement le même bruit? Le patient dit oui. Moi, ça m'évoque pas vraiment un truc autre qu'un problème méniscal. Mais le problème, c'est que je sais pas quel problème méniscal. Donc, a priori, avant de déterminer une piste de traitement, eh bien, je vous conseille quand même d'aller passer une IRM. Et là, le patient dit, ouais, une IRM, c'est un peu inquiétant, etc. Avant, ça vous inquiète? On fait une pause dans la discussion sur l'inquiétude ou l'anxiété qu'une IRM peut entraîner. Très bien. Puis après, l'explication vient, encore une fois, je raisonne oralement en disant, vous savez, une IRM, le truc ce à quoi ça va nous servir, c'est que ça va nous permettre de préciser ou d'éliminer des trucs. Si ça précise, tant mieux, parce que ça nous fait accélérer le processus plutôt que de perdre du temps à faire quelque chose qui n'est pas nécessaire. Ou si ça élimine une pathologie, et ben tant mieux, comme ça on peut se libérer de l'anxiété de quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, par exemple. Le fait de raisonner à haute voix, ça permet aux patients de comprendre que j'ai des doutes, que je suis pas, j'ai pas la science infuse. Ça lui permet aussi de comprendre comment nous on raisonne. Et après, quand il va parler autour, c'est-à-dire son mari, sa femme, peu importe, et qu'il lui dira, alors qu'est-ce qu'il a dit le kiné sur ton genou, ou alors qu'est-ce qu'il a dit le médecin sur tes maux de tête, eh bien, le médecin il pense que si, il pense que ça, mais il n'était pas sûr, alors du coup il m'a dit que c'est mieux, plutôt que de dire IRM. IRM, ce bruit est étrange. Ça fait cloque. Un genou qui fait cloque. IRM. Ouais. C'est mieux. J'exagère un petit peu, évidemment, mais vous avez l'idée. Règle suivante, être curieux. Si on est trop borné sur le fait d'être sympathique, donc d'être dans la relation, dans l'interaction sociale, et qu'on est trop borné sur sa trame, pour avoir vraiment toutes les infos, etc., et qu'on en oublie d'être vraiment curieux, c'est-à-dire, même moi qui suis vraiment à jour, et vraiment, on va dire, c'est difficile d'être extrêmement fier de soi et de faire sa propre promo, mais en gros, je suis vraiment expert dans la prise en charge des maux de tête. Bon. Comme ça, c'est dit. Bon. Eh bien, quand un patient me décrit ses maux de tête, je pars du principe que je suis vraiment hyper intéressé par ce qu'il est en train de me raconter, parce que je suis en train, grâce à lui, d'avoir un nouveau témoignage. Mince, il n'y a plus de place sur le truc. Je disais que j'étais en train d'avoir un nouveau témoignage, d'avoir quelqu'un qui se sent libre de me raconter ce qu'il vit, avec des nouvelles formes de symptômes, une nouvelle histoire, enfin bref, j'accumule encore dans ma besace d'expérience personnelle, et donc professionnelle, eh bien, des nouvelles infos. En fait, c'est génial, parce que grâce aux patients, je deviens meilleur, juste parce que j'ai des nouvelles descriptions. Et ça, on l'a pas dans la littérature, ça, on l'a pas dans les bouquins, donc là, j'ai le témoignage de quelqu'un. Donc, en restant curieux, en restant vraiment hyper intéressé par ce que le patient dit, eh ben, bon, c'est très bien pour le patient, parce qu'il se sent écouté, etc., mais pour nous, c'est génial. En fait, c'est du pain béni, un patient qui est libre de raconter tout ce qu'il pense, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il a vécu, comment il se débrouille avec ses problèmes. C'est extrêmement passionnant. Parce qu'on va avoir une nouvelle histoire, on va avoir une nouvelle enquête, on va avoir des nouvelles choses à mettre dans son expérience professionnelle. Dernière règle, ne pas donner trop d'infos aux patients, c'est-à-dire, pas trop d'infos, j'entends, pas trop d'explications, en quantité.
typiquement, je vais reprendre l'exemple des maux de tête. Quelqu'un qui arrive en décrivant qu'il a des migraines. Voilà. Et qu'il a entendu que c'était pas mal d'aller voir un kiné ou d'aller voir un ostéo pour des migraines. Bon. Au fur et à mesure de l'interrogatoire, on se rend compte qu'en fait, il ne s'agit pas de migraine. Il s'agit, c'est pas tout le temps comme ça, mais je prends un exemple. Il ne s'agit pas de migraine chez ce patient, il s'agit de céphalées de tension, qui sont, on va dire, des céphalées de tension épisodiques. Et qu'il y a, j'invente un truc, qu'il y a entre guillemets, une mauvaise consommation médicamenteuse, c'est-à-dire que c'est pas le bon médicament qui est pris, c'est un médicament pour la migraine qui est pris, avec un traitement de fond pour la migraine parce que le diagnostic n'avait pas été bien fait, et donc c'est pas... Enfin bref. Si on commence à expliquer à ce patient les différences de diagnostic, l'importance du diagnostic pour entraîner le bon traitement. En plus de ça, il va falloir expliquer au patient la conduite à tenir, qu'est-ce qu'il va falloir faire, qui va falloir aller voir pour rétablir ça. À mes yeux, c'est assez suffisant. Parce que c'est déjà un gros truc à synthétiser pour le patient. Il va falloir qu'il l'ingurgite, qu'il le digère. On peut éventuellement expliquer ce qu'est une céphalée de tension, ce qu'est le concept de douleur projetée. Déjà là, c'est quand même beaucoup. Parce que certes, le patient vient pour des solutions, pour des conseils, mais si on explique les différences de diagnostic, qu'on rétablit le parcours médical, qu'on explique la notion de, déjà ce que c'est que la douleur, ce que sont les douleurs projetées, si en plus on explique que le traitement principal des tensions musculaires, eh bien c'est l'exercice. Et pourquoi l'exercice physique va avoir un impact sur les tensions musculaires. Si en plus de ça, on lui explique que faire un étirement comme ça n'a jamais réduit de la tension musculaire, au-delà de quelques minutes. Si en plus on explique que des manipulations qui font craquer peuvent avoir un impact, mais pas seul, et pas longtemps, comme les étirements. En vrai, si on explique tout ça à une première consultation, mais c'est beaucoup trop. Le patient ne veut pas tout retenir. Et donc, je pense qu'il faut cibler en fonction du patient, plutôt que de partir dans tous les sens. On y reviendra à la séance d'après. Je pense. Voilà ma petite trame, mes petites règles. En fait, les règles, c'est comme l'enceinte du cabinet. C'est borné, c'est des murs, ce sont des murs. Mais au sein de ces murs, eh bien, il y a un espace dans lequel on est libre. Libre de dire des trucs, libre de ressentir des trucs, libre d'être spontané, libre de pleurer, de rire, etc., etc. Mais c'est une enceinte. C'est ce qu'on appelle le cadre thérapeutique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques désobligeantes, eh ben allez-y, hein, je suis assez habitué, mais avec courtoisie et avec des arguments. C'est toujours un peu mieux. Likez, partagez, etc., etc. Et on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Et en attendant cette prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.